Bienvenue à toutes et à tous, chers parents, pour cette nouvelle conférence consacrée à la petite enfance qui vous est proposée par la mairie du 14e arrondissement tous les premiers mercredis du mois. Donc, notre prochaine conférence début juin portera sur la prévention des accidents domestiques. Et donc aujourd'hui, je remercie Madame Pauline Lotte d'être présente elle va nous parler d'un sujet évidemment extrêmement important pour les parents et pour les enfants à partir d'un an et demi, voire avant même peut-être, vous nous direz, la question de la diversification alimentaire. Madame Lotte, vous êtes déjà venue, hein, donc je vous remercie de revenir à nouveau. Donc, vous êtes infirmière puéricultrice, consultante en parentalité et spécialiste du sommeil des bébés. Vous avez exercé durant 10 années dans des services de pédiatrie, dont 7 au sein de celui de l'hôpital Trousseau, où vous avez travaillé au quotidien en réanimation néonatale et pédiatrique, ainsi qu'en pédiatrie spécialisée. Vous avez ensuite été directrice de crèche pendant une année. Vous êtes donc indépendante depuis 5 ans et vous accompagnez les parents au travers de consultations et d'ateliers sur la parentalité, notamment le sommeil du tout loin d'une petite fille de 4 ans. Et vous êtes passionnée par votre travail. Donc, je vous remercie vraiment d'être présente parmi nous. Donc, n'hésitez pas aussi, chers parents, à faire tourner cette conférence auprès de votre entourage, puisque vous la retrouverez bien sûr sur le compte YouTube de la mairie du 14e arrondissement possible et de se la remettre peut-être à différentes occasions. Écoutez, merci à nouveau, Madame Lotte. Donc, je vous laisse la parole pour une grosse heure, 1 heure et demie peut-être de Merci présentation. à vous Merci pour beaucoup. l'accueil. Eh bien, enchantée de vous rencontrer aujourd'hui. Donc, effectivement, on va parler de la diversification alimentaire chez le tout petit. Alors, c'est un diaporama où vous allez voir, il y a beaucoup d'informations. Je détaillerai pas forcément tout à chaque fois, mais comme l'atelier est en replay, ce qui est bien, c'est que vous pourrez aller revoir justement tout le contenu pour avoir au maximum les détails. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des pauses sur les diapositives. Et donc, on va vraiment parler de la diversification en essayant d'en parler un petit peu en détail alimentaire chez le tout petit avec toutes les recommandations actuelles. Parler aussi de tous les aliments, de toutes les familles d'aliments et de l'intérêt notamment de chaque famille d'aliments au niveau nutritionnel. Et puis de comment on continue la diversification alimentaire quand l'enfant grandit. Voilà, reparler un petit peu éventuellement des petites problématiques qu'on peut avoir quand l'enfant arrive autour des 18 mois, 2 ans. Donc voilà un petit peu le programme de cet atelier. Alors, la diversification alimentaire, donc on parle vraiment de débuter la diversification alimentaire à partir de 4 mois. Et aujourd'hui, les recommandations sont vraiment de commencer entre 4 et 6 mois. Il n'y a pas d'âge, j'ai envie de dire, figé. On est entre 4 et 6 et on en reparlera après. C'est vraiment en fonction de son bébé, on reverra comment savoir si l'enfant est prêt. Mais c'est vraiment votre bébé qui va vous guider pour vous dire est-ce qu'il est prêt pour la cuillère, est-ce que ça lui plaît de manger du solide, des purées, ou est-ce qu'en fait vous avez l'impression qu'il n'est pas prêt? Et puis dans ce cas-là, on commence un petit peu plus tard, mais vraiment, on a cette fenêtre entre 4 et 6 ans. Avant 4 mois, le bébé n'est pas prêt, notamment au niveau physiologie des intestins, qui seraient encore schématiquement un trop poreux et qui pourraient laisser passer des molécules qui ne doivent pas passer. Donc voilà, on n'introduit rien avant 4 mois, hormis le lait. Et à partir de 6 mois, c'est bien que la diversification ait commencé pour justement commencer à introduire les allergènes, les nouveaux goûts, les nouvelles textures. Et c'est bien de pas dépasser 6 mois sans avoir commencé à mettre des nouveaux aliments. Donc ça, c'était une petite frise pour vous refaire un petit peu le schéma global de l'alimentation. Donc on a un bébé les premières semaines, premiers mois qui ne prend que du lait, donc vraiment jusqu'à 4 mois, au moins jusqu'à 4 mois, il y a vraiment que du lait en exclusif, donc lait maternel ou lait artificiel. Et puis on est sur un bébé qui peut être entre 6 et 8, alors je dirais même voir 10 ou 12 repas chez un bébé à l'été, mais on va se dire qu'en moyenne 6, 8 repas au début, et puis progressivement on va diminuer à 6, 5, et puis quand on va introduire la diversification alimentaire, on va être voilà autour de 4, 5 repas par jour,
Et après, on va avoir pour objectif de passer à 4 repas par jour, donc l'équivalent du petit déjeuner, repas de midi, goûter et repas du soir, et avec un âge différent pour chaque enfant en ce qui concerne le dernier repas de la nuit qui va disparaître. Tout dépend de l'appétit du bébé en journée, tout dépend de est-ce que c'est un bébé allaité ou non, est-ce que c'est un bébé qui commence à manger plus de solides, à être calé plus longtemps. Donc voilà, c'est vraiment des âges moyens. Mais bien sûr, chaque bébé, et ça je vais beaucoup vous le redire, chaque bébé va à son rythme. Et donc on reviendra un petit peu sur voilà, comment on diversifie, par quoi on commence. Donc après, pour ce qui est étape de l'introduction, qu'est-ce qu'on introduit comme type de solide et de morceaux? Donc voilà, jusqu'à 4 mois, vraiment que le lait. Entre 4 et 6, on va commencer à diversifier. Donc en règle générale, on diversifie un repas par jour. Et puis on va proposer des purées vraiment très lisses. L'idée, c'est que le bébé n'a jamais digéré de solide et que si on donne des choses trop pâteuses, trop épaisses, alors déjà, ça va être difficile pour lui à mâcher, à déglutir. Et puis surtout que l'intestin qui n'a jamais digéré autre chose que du lait pourrait avoir du mal à digérer des choses assez compactes et assez compliquées à dégrader, si je peux dire. Donc vraiment, plus on est sur une texture très fine, très lisse et assez fluide, plus c'est facile à digérer pour le tout petit au début. Et on reviendra aussi sur les groupes d'aliments, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de restrictions sur qu'est-ce qu'on introduit d'abord et à quel âge. En gros, on commence par introduire. Alors, voilà, il y a un grand classique, hein, on reverra les légumes, les protéines, les féculents, mais globalement, il n'y a plus d'âge défini, donc on peut commencer, voilà, progressivement, mais on peut tout introduire dès le début. On n'a que quelques restrictions au niveau vraiment euh, du risque d'étouffement et puis du risque bactériologique de quelques aliments à éviter. Hormis ça, on introduit vraiment tous les groupes d'aliments dès le début de la diversification. Et puis après, l'enjeu au fil des mois, ça va être les quantités qui vont augmenter et puis surtout la texture des aliments qui va évoluer. Donc l'idée, c'est de passer du mixé, voilà, très lisse à quelque chose de mouliné, de mixé plus grossièrement, à quelque chose d'écrasé à la fourchette, et puis à des petits morceaux, voilà, des petits morceaux, ils peuvent arriver entre 10 et 12 mois en moyenne, quand l'enfant commence à avoir une mastication plus évoluée. Et puis à partir d'un an, globalement, alors c'est là où vraiment les âges sont à prendre avec des moyennes. Il y a des bébés qui ont besoin de manger du très mixé plus tard que ça parce que les morceaux sont difficiles. Mais globalement, autour d'un an à peu près, on arrive sur une alimentation assez similaire à l'adulte, hein, mais coupée en très petits morceaux avec des choses tendres et bien sûr adaptées en question de qualité et de quantité à l'âge de l'enfant. Alors, on parle pas dans ce diaporama de la DME, de la diversification menée par l'enfant, qui est une autre méthode, si je peux dire, de diversification, qui consiste à donner des morceaux d'aliments directement au bébé à partir de 6 7 mois quand l'enfant se tient assis. Donc là, on n'en parle pas aujourd'hui, là, on parle plus des apports nutritionnels. Mais on peut aussi éventuellement introduire les morceaux dès que l'enfant se tient assis. Dans ce cas-là, il y a des règles de sécurité à respecter. Il faut que ce soit des gros morceaux, des morceaux qui sont tendres, qui peuvent être mâchés par l'enfant. Voilà, que l'enfant soit bien assis, sous surveillance. Donc voilà, c'est aussi une manière de faire et on peut très bien combiner les deux. On peut très bien donner des purées à son bébé à partir de 4 5 mois et puis une fois que l'enfant tient assis, lui donner aussi des gros morceaux à manger à la main. C'est des choses qui se font de plus en plus, hein, de faire de la diversification classique, comme on dit. Par exemple, la semaine, quand l'enfant est en crèche, quand l'enfant est gardé ou quand on a un peu moins de temps. Et puis, de proposer aussi un petit peu de repas en DME le week-end, par exemple, quand on a un petit peu plus de temps. Ça permet aussi à l'enfant, on y reviendra, mais d'explorer, de découvrir les choses par lui-même, de commencer à manipuler les aliments. Donc, c'est assez intéressant aussi à proposer. Alors, comment savoir si le bébé est prêt? Parce que c'est un peu notre principale question pour commencer la diversification. Voilà. En règle générale, à 4 mois, vous avez le go du pédiatre, si je peux dire. Mais du coup, c'est bien aussi de s'adapter au bébé. Et un bébé qui est prêt à manger, c'est un bébé qui s'intéresse à l'alimentation, qui observe, qui a envie de prendre quand vous mangez. C'est un bébé qui sait porter à la bouche, qui sait attraper ses jouets. Et on sent qu'il a envie, voilà, que quand vous lui donnez une cuillère ou un petit jouet qu'il met dans la bouche,
voilà, ça, c'est des signes qui vous disent que, OK, a priori, l'enfant est prêt pour commencer l'alimentation solide. Après, dans tous les cas, entre ce que le bébé envoie comme signe et ses réactions, ben, il faut pouvoir s'adapter. On peut avoir des réactions, j'ai envie de dire, de refus ou de tête un peu bizarre, si je peux dire, sur les premières cuillères, parce que c'est des goûts que l'enfant ne connaît pas, c'est une texture qu'il connaît pas, c'est une cuillère qu'il connaît pas encore beaucoup. Donc voilà, les premières réactions ne signifient pas forcément est-ce que l'enfant est prêt ou pas. Il faut pouvoir reproposer, ne jamais forcer. Euh, on voit comment l'enfant réagit. S'il a l'air de bien aimer, on continue un petit peu plus. S'il a l'air de pas vouloir, de tirer la langue, de faire la grimace ou de pleurer, on arrête. Et puis on peut reproposer quand même les jours d'après pour voir est-ce que voilà, c'était une première réaction et qu'en fait les jours d'après il commence à y prendre du plaisir ou est-ce qu'en fait a priori pour le moment il est pas prêt, il ferme la bouche, il recrache dès que ça rentre dans sa bouche. Enfin, vraiment le comportement de l'enfant doit vous guider et un bébé qui au bout de 3 4 jours ne semble absolument pas prêt, ne veut absolument pas, il n'y a aucune urgence à diversifier. On va y revenir, c'est vraiment le lait qui est la base de l'alimentation et qui couvre quasiment tous les besoins nutritionnels, au moins jusqu'à 1 an. Donc, tant que l'enfant boit son lait, c'est bien de commencer, et il faut commencer à introduire d'autres choses, mais il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence sur les quantités, et il n'y a pas d'urgence à quelques semaines près. Donc voilà. Vraiment suivre son bébé, c'est quand même la principale chose à faire pour commencer la diversification. Et puis après, voilà, vous aviez une petite vignette un peu sur bah, comment s'installer pour les repas. L'idée, et ça, ça va être aussi un peu notre fil conducteur, c'est qu'on veut que l'enfant prenne plaisir à manger. Découvre l'alimentation, bien sûr, pour se nourrir et pour le côté nutritionnel, mais aussi pour le plaisir des repas, pour le plaisir du partage. Donc voilà, c'est bien de faire ça quand on a le temps, de s'installer confortablement, que l'enfant soit bien assis pour pouvoir manger correctement. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il faut en matériel, vraiment en installation, ça c'est important que ce soit pas comme ça, rapide, dans une position inconfortable, avec du bruit autour. Voilà. Essayer de prendre le temps pour se dire que c'est un moment qui doit être agréable. Et puis petit à petit, on y reviendra aussi à la fin, mais voilà, commencer à introduire tout doucement hein, cette notion voilà, de partage des repas, de moments conviviaux, de moments en famille. Donc tout ça, ça se construit petit à petit. Alors, quand on va commencer, donc entre 4 et 6 mois, donc on a un bébé qui semble prêt à commencer. On a vraiment cet objectif d'introduire les allergènes et c'est pour ça qu'on commence aussi si tôt maintenant la diversification. C'est que quand même toutes les études montrent que plus on commence tôt à introduire les allergènes, moins il y a de risques allergiques par la suite. Donc c'est quand même le gros enjeu. Et puis après, bien sûr, il y a aussi des enjeux d'introduction des textures parce que bah, plus on retarde aussi les textures chez un bébé, plus il peut y avoir de refus. Donc voilà un petit peu l'enjeu pardon, je perds mes mots d'introduire des aliments assez tôt chez l'enfant. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'ordre spécifique. On a encore cette tradition, si je peux dire, de commencer par, on va les détailler, hein, par les légumes, et puis les fruits, et puis les protéines, et puis les féculents. Globalement, c'est toujours un peu comme ça qu'on fait. Mais on n'a plus, avant c'était vraiment entre 4 et 6 uniquement légumes et fruits, puis à partir de 6 mois que les protéines, et puis ainsi de suite. Au jour d'aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, on commence tranquillement, les légumes, les fruits, on voit comment l'enfant tolère, est-ce que ça lui plaît, est-ce qu'il réagit bien, est-ce qu'il digère bien, et si tout se passe bien, on augmente un petit peu, et puis on commence à introduire les protéines, on voit comment il digère, et puis on introduit aussi les féculents. Donc voilà, il y a vraiment, c'est ce que je vous disais au début, il n'y a plus de règles, il n'y a plus d'âge à respecter. Vous trouverez encore beaucoup de produits, notamment les produits industriels, si je peux dire, pour bébés d'alimentation infantile avec des âges. Sur les petits pots de fruits, sur les petits pots qui contiennent des protéines animales et des féculents, vous trouverez encore des âges à partir de 6 mois, à partir de 8 mois, à partir de 1 an. Euh, Ça reste plus des éléments de repère qu'autre chose. Vous avez tout à fait le droit de donner un petit pot pomme ananas à 5 mois, alors qu'il y a écrit 6 mois ou 7 mois sur le petit pot. Donc voilà, ça c'est vraiment pas de règles et pas d'interdits particuliers sur les aliments et dans quel ordre on les donne. Donc au début, on va proposer ben, quelques cuillères à bébé sur un premier repas dans la journée. Là encore, il n'y a pas de règle. Classiquement, on fait le midi. Ça pourrait être le goûter, selon bah, à quel moment l'enfant est le plus disposé, le plus disponible, et vous aussi.
Et ça peut être le soir. On le fait souvent moins le soir parce que bah déjà, si jamais il y a une éventuelle réaction allergique, on peut moins surveiller la nuit. Et puis, si ça ballonne un petit peu le bébé, s'il digère un peu moins bien, bah, forcément, s'il y a la nuit derrière, c'est moins confortable pour lui. Mais un bébé qui serait en crèche avec aucun autre moment pour diversifier, on a tout à fait le droit de diversifier le soir. C'est pas du tout un interdit. Donc voilà, on fait un repas par jour, puis ben, quand il digère bien, on augmente un petit peu et puis on commence à proposer par exemple le midi et le goûter et puis petit à petit on augmentera les autres repas aussi. Et on va reparler du lait, mais voilà, il va y avoir un relais sur le lait deuxième âge, une fois que l'enfant a un repas diversifié. Donc en général, on compte ça autour de 6 mois. On passe au lait deuxième âge, qui va être enrichi en fer et en acides gras et en calcium, pour couvrir les besoins de la croissance. Et dans tous les cas, le lait reste vraiment important. Et c'est vraiment la base, hein. Il faut vraiment pas enlever les biberons. Alors, souvent les tétés, la question ne se pose pas parce que le bébé conserve les tétés. Mais quand c'est des biberons, il faut pas enlever les biberons trop tôt ou remplacer un repas biberon par un repas diversifié complètement trop tôt, parce que vraiment c'est le lait qui apporte tous les nutriments. Et puis au niveau des quantités, ben là encore, on va suivre le bébé. Alors c'est pour ça que vous n'aurez pas de quantité type dans le diaporama, parce que c'est vraiment très très différent d'un bébé à l'autre. Mais l'idée, c'est de commencer avec quelques cuillères. Alors c'est pareil, il n'y a pas de règle, hein. 2 cuillères, 5 cuillères, c'est vous qui voyez et c'est votre bébé qui va vous dire. Mais voilà, quelques cuillères les premiers jours. C'est bien de pas trop donner d'un coup parce que ben voilà, il faut quand même que l'intestin s'habitue à digérer, et sinon on peut quand même avoir un peu de constipation derrière. Donc quelques cuillères, on voit la digestion, on voit la tolérance. Et puis si au bout de 2, 3 jours ça va bien, et ben on augmente un petit peu la quantité. Et puis si quelques jours plus tard ça va bien, et ben on augmente encore. Et ainsi de suite, en fonction de l'appétit de son bébé. Donc jusqu'à des petits pots ou des bols de quantité approximative de 100, 120 grammes. Et puis une fois que l'enfant grandit, arrive à 6, 8 mois, ben, on est plus sur des quantités autour de 200 grammes. Mais voilà, ça reste des quantités un peu moyennes. L'idée, c'est vraiment de suivre l'appétit de bébé. Et dans tous les cas, et ça, on reviendra même sur les nouvelles choses, de pas forcer, en fait. C'est vraiment le bébé qui va vous dire. Et s'il est pas prêt, au bout de 3 cuillères, s'il cale même dans plusieurs mois, ben, ok, pour l'instant, on force pas. Et si c'est un bébé qui a plus d'appétit, ben, on suit aussi l'appétit. Petit à petit, c'est bien de proposer aussi un rythme régulier de repas. Et souvent, la diversification, elle aide aussi à caler un petit peu le rythme de la journée. Voilà. Moi, je m'occupe aussi beaucoup et de l'alimentation et du sommeil. Et souvent, la diversification, ben, mine de rien, ça permet aussi de caler un petit peu plus les siestes. Donc, c'est bien que le repas du midi, alors même s'il n'est pas à heure fixe tous les jours, mais qui soit à peu près entre, je ne sais pas, 11 heures et midi sur un bébé qui se lèverait tôt, à peu près entre 12 et 13 sur un bébé qui se lèverait plus tard, mais que globalement, il y ait une plage horaire quand même régulière et que ce soit pas un jour à 10h30 ou 11 heures le matin et le lendemain à 14 heures ou 15 heures parce que bah, ça manque de repères pour le bébé et surtout le rythme, surtout, hein, bah, ça complique un petit peu les choses. Donc voilà, essayez d'avoir des horaires réguliers. Après, si l'enfant mange bien, tant mieux. S'il n'a pas spécialement envie, c'est pas grave. Ok, temps de repas terminé. Et puis après, on passe au repas suivant sans redonner des mini collations entre chaque, parce que sinon, on reste quand même sur du très fractionné. Donc voilà, ça c'est des petites habitudes, il faut tendre vers ça. Après, bien sûr, on fait comme on peut, et selon aussi, toujours pareil, hein, selon le quotidien, selon le bébé, on s'adapte aussi comme on peut. Et donc voilà, les quantités, je vous le disais, on s'alerte pas sur un bébé qui mange moins ou qui mange plus que ce qu'on vous a donné ou ce qu'on vous a indiqué pour son âge. Globalement, ce qui va compter, ben, c'est vraiment comment est la courbe de croissance, comment est la courbe de poids, de taille, et du moment que le bébé est dans ses courbes, ben, c'est tout ce qu'on veut en fait. Du moment qu'on a un enfant qui est tonique, qui va bien, qui se développe bien et qui a une courbe de poids harmonieuse, ben, c'est parfait. Alors, si on parle un petit peu plus vraiment famille d'aliments l'une après l'autre pour savoir un petit peu bah, voilà, à quoi elles servent et qu'est-ce qu'on peut donner.
Donc le lait, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et j'insiste volontairement dessus parce que c'est vraiment la base de tout. Donc si l'enfant mange pas beaucoup de haricots verts ou de carottes, c'est pas très grave pour sa croissance. Par contre, s'il commence à baisser de plus en plus les biberons, ça c'est plus embêtant. Donc vraiment, le lait, la priorité, la diversification, elle vient en plus du lait au début, et puis à un moment, elle va commencer à prendre le relais tout doucement. Mais vraiment, sur le début, on garde les quantités normales de lait. Donc, à quoi sert le lait? Ça, j'ai envie de dire qu'en général, tout le monde l'a en tête. C'est vraiment la construction des os et puis la croissance osseuse. Donc voilà, d'où tout l'intérêt du lait chez les petits. Alors ça, c'est vraiment par rapport au calcium, tout ce qui concerne les os. Après, vraiment, dans le lait, il y a aussi tous les apports de fer. Alors, c'est le seul petit bémol, si je peux dire, sur le lait maternel qui est parfait pour tout, hormis après 6 mois sur le fer où le lait maternel est quand même assez pauvre en fer et peut être un peu juste pour couvrir les besoins en fer du bébé. Donc c'est là où, voilà, chez les bébés allaités, il faut pas hésiter vraiment à aller chercher des produits riches en fer en parallèle pour essayer de couvrir au mieux les besoins. Là où le lait infantile est très enrichi en fer et correspond complètement aux besoins. J'ai envie de dire, c'est le seul élément manquant dans le lait maternel, là où sur tout le reste, on est meilleur, hein, si je peux dire, que le lait artificiel. Voilà, sur le fer, on est un petit peu juste. Donc voilà, le lait, il couvre ses besoins en calcium, il couvre les besoins en fer. Et le fer, hormis les globules rouges, il a tout un intérêt sur le développement cérébral et un gros intérêt chez l'enfant sur tout ce qui est croissance, sur tout ce qui est défense immunitaire. Donc vraiment important. Et on a aussi tous les acides gras essentiels qui sont contenus dans le lait et qui couvrent aussi tout le développement cérébral. Un bébé, la première année, a besoin de 50% de ses apports sous forme de graisse. Donc un bébé a besoin de manger du gras, si je peux dire. Et c'est là où, que ce soit le lait maternel ou le lait infantile, ils sont riches, pardon, ils sont riches en acides gras essentiels pour justement favoriser le développement cérébral. Donc voilà pourquoi le lait reste très important. Là où je schématise toujours, mais en disant voilà, c'est pas les carottes ou les haricots verts qui font grandir et qui apportent tous ces nutriments-là. Ils apportent des fibres et des vitamines, c'est bien, mais ils apportent pas tous les éléments de base pour la croissance. Donc voilà, si l'enfant n'en mange pas énormément, c'est pas très grave. Donc on va être au lait maternel, voilà, tout le long et tout le temps sur lequel dure l'allaitement. Les premiers âges, tant qu'il n'y a pas de repas entièrement diversifié, donc autour de 6 mois. Après, les différences d'un lait à l'autre sont assez minimes, hein. Donc voilà, que vous commenciez le lait deuxième âge à 5 mois et demi, parce que vous avez un bébé qui est déjà un peu diversifié, ou que vous commenciez à 6 mois et demi, c'est pas grave du tout. Enfin, que vous fassiez le relais sur le deuxième âge, on n'est pas à quelques semaines près. Et puis deuxième âge jusqu'à 1 an, et puis autour de 1 an, donc pareil, hein, 10 mois, 11 mois, 12 mois, il y a pas d'importance. On passe au lait de croissance, du coup, qui est encore enrichi sur le fer, et qui va aussi s'adapter au fait que la diminution de lait baisse à partir de 1 an. Souvent, les bébés prennent plus que, je parle des bébés au biberon là, hein. Souvent, quand on est à 2 biberons par jour, il n'y a pas beaucoup plus que ça. Et du coup, le lait va être enrichi pour justement apporter tous les nutriments avec moins de quantité. Après, sur ce qui est du lait de vache, on a le droit d'en donner à partir de 1 an. Souvent, c'est ce que vous trouvez. Et c'est possible pour la digestion de l'enfant. Sauf que le lait de vache, il apporte que le calcium. Il apporte pas de fer et il apporte pas d'acides gras essentiels. Et ça, quand même, sur toute la croissance et surtout le développement cérébral, c'est quand même très, très important. Donc, dans l'idéal, vraiment continuer le lait de croissance jusqu'à 3 ans, voire plus. Donc, un enfant qui prend un biberon ou son bol de lait de croissance plus tard et qu'aime ça, vous pouvez vraiment continuer et au contraire, ça peut être que mieux. Dans tous les cas, pas de... Alors j'ai mis jus parce que on n'a plus le droit d'appeler ça du lait, mais souvent c'est encore vendu comme du lait. Pas de lait végétaux, hormis du lait de riz infantile spécialement formulé pour les enfants allergiques, c'est une chose. Pas de lait de soja, pas de lait d'avoine, de riz, de tout ce que vous voulez. Parce que c'est uniquement du jus, c'est du jus de riz avec de l'eau, c'est du jus d'avoine avec de l'eau. Il n'y a aucun nutriment qui contribue à la croissance de l'enfant. Et vraiment sur la croissance, ça peut être assez catastrophique de remplacer du lait maternel ou infantile par des jus végétaux. Donc vraiment attention à ça.
C'est pas du tout interdit d'en donner, de faire une petite crème au lait d'amande, que l'enfant, une fois de temps en temps, boive un petit peu de lait d'amande pour le plaisir, qu'il mange un yaourt, voilà, au lait de coco, peu importe, pour le plaisir, ils ont le droit, hein, il y a vraiment aucune interdiction, mais c'est que ça n'a aucun intérêt sur la croissance et sur la nutrition. Donc ça doit rester du plaisir et pas compter, si je peux dire, dans l'alimentation nutritionnelle. Et puis voilà, on avait mis aussi une toute petite chose sur l'alimentation, enfin l'association biberon-sommeil. Alors, c'est un petit peu pareil aussi sur le sein et le sommeil. C'est plus attention aux habitudes qui se créent, avec du coup des réendormissements au sein ou au biberon. Donc voilà, si on peut dissocier les deux, clairement, c'est le mieux. Et après, sur le lait infantile, il y a quand même beaucoup plus de risques de caries encore que au lait maternel. Les enfants qui s'endorment avec le biberon, alors, c'est pas idéal parce que du coup, on peut pas brosser les dents derrière. Mais les enfants qui gardent un biberon la nuit, c'est pire parce que le lait stagne dans la bouche. Et ça, vraiment, sur le risque de carie chez les petits, c'est quand même un risque très élevé. Donc voilà, l'idée, c'est pas de faire peur, mais c'est de dire qu'en grandissant, c'est quand même bien de séparer les deux et d'apprendre à l'enfant à se brosser les dents le soir parce que c'est quand même dommage d'avoir beaucoup de caries dans la petite enfance à cause des biberons de nuit. C'est un aparté, mais qui est important aussi. Alors, on va continuer avec tout ce qui est. Donc, on a parlé vraiment du lait, donc lait maternel et lait infantile. Après, il y a tout ce qui est produits laitiers. Donc, en fait, tout comme le lait de vache, le yaourt, le fromage blanc, tous les produits laitiers, et même les yaourts bébés ou les fromages blancs bébés, euh, en fait, sont faits à base de lait de vache et n'ont aucun autre nutriment au final intéressant, si je peux dire, que le calcium et les protéines, bien sûr. Mais du coup, ça veut dire que il faut vraiment éviter de remplacer les tétés ou les biberons par des yaourts. Alors, souvent, on remplace pas une tétée par un yaourt, mais souvent, on remplace des biberons par des yaourts, en disant que c'est l'équivalent sur le calcium. Sur le calcium, c'est vrai. Par contre, on en revient toujours au même, c'est que du coup, on diminue les apports de fer, les apports d'acides gras. Donc vraiment, attention à pas remplacer trop vite les biberons. Et tant qu'un enfant boit son biberon, ben vraiment laissez-le au maximum parce que c'est vraiment ça qui est important pour la croissance. Donc on peut, c'est un peu comme les jus végétaux, hein, on n'a pas d'interdiction d'en donner. C'est quand même beaucoup plus intéressant de donner un yaourt dans tous les cas qu'un jus végétal. Mais on peut donner, voilà, que ce soit des yaourts, des veloutés, des fromages blancs, peu importe. On a le droit de tout donner. C'est bien de les donner ponctuellement ou pour la découverte, ou voilà, en petite quantité en plus du biberon ou en plus d'une tétée, mais de pas remplacer le lait par ça parce que ben, il nous manque quand même des apports en nutriments. Voilà, fromage blanc petit suisse, on peut donner, mais c'est quand même très très riche en protéines, donc voilà, évitez d'en donner tous les jours. Et on reviendra sur tout ce qui est sucre, mais au maximum prioriser les laitages nature sur les débuts pour donner l'habitude à l'enfant de manger nature. Et puis si on a un enfant qui trouve ça un peu acide, qui aime pas trop, bon, vaut mieux sucrer avec la compote que mettre du sucre ajouté. Donc voilà, le plus nature possible pour. Après, alors, tout ce qui est fromage, un petit mot aussi dans cette diapo. On peut donner tous les fromages pasteurisés. Les seuls qu'on veut pas, c'est les fromages au lait cru, toujours pour des risques bactériologiques. Mais hormis ça, tous les fromages au lait pasteurisé peuvent être introduits, par exemple un petit peu dans les purées pour donner du goût, pour faire des petites recettes, en petite quantité parce que ça reste quand même très salé et qu'il y a quand même beaucoup de protéines, mais on peut les introduire pour commencer à varier les goûts et à faire de la découverte. Alors, au niveau de la quantité, juste pour vous donner un petit ordre d'idée, si on veut vraiment couvrir tous les besoins en fer, donc là je parle vraiment de quantité pour le lait infantile, hein, parce que les tétés, ben, j'ai envie de dire, on mesure pas et c'est à volonté. Je reviendrai pas sur le rythme et tout ça, mais voilà. En allaitement, on est plus en réponse aux besoins de l'enfant. En lait infantile, c'est de se dire que c'est bien de garder 500 à 700 millilitres de lait, dans l'idéal 700, donc ça fait encore voilà, 3 biberons par jour, au moins jusqu'à 1 an pour couvrir tous les besoins en nutriments dont j'ai parlé avant. Alors, en ce qui concerne les légumes, donc souvent on commence avec légumes ou fruits pour commencer la diversification. Ben, l'idée c'est d'en faire des purées qu'on va cuire vapeur et puis qu'on va mixer finement et puis on va faire évoluer
la quantité au fur et à mesure de l'âge. Et puis, comme vous le voyez sur la photo, ben, on fera évoluer aussi les textures en mixé très lisse, puis un petit peu moins lisse, et puis écrasé, et puis petits morceaux. Donc l'idée, ben, c'est toujours pareil, c'est bien de les donner nature au début, éventuellement tout seul sur les premiers légumes pour que l'enfant puisse découvrir les goûts. Et puis après, bien sûr, on peut associer plusieurs légumes et on peut varier les légumes le plus possible pour que l'enfant découvre un maximum de saveurs. Et on commence, alors là pareil, il n'y a pas de règle, bah, par des choses douces à digérer et faciles à digérer. Donc voilà, on va éviter toute la famille ben, des choux, des poireaux éventuellement qui peuvent être un peu, ou du chou-fleur qui peut être un peu plus difficile en goût sur le tout début. Donc tout ce qui est courgettes, carottes, courges, tout ça, c'est des choses assez douces et souvent appréciées par les petits au début et faciles à digérer. Donc voilà, souvent c'est les habitudes de commencer avec ce type de légumes et vraiment sans sel ajouté, sans rien de particulier ajouté dedans. On reviendra juste sur l'huile après. Donc sur les fruits, bah, c'est un peu le même principe que les légumes. On va les introduire, voilà, ou en même temps ou quelques jours après, en purée de fruits, pareil, avec des fruits cuits. Pareil, au fur et à mesure, bah, on peut mettre un petit peu d'épices douces pour varier aussi les goûts. On sucre pas les compotes parce qu'il y a déjà du sucre dans les fruits. Et puis, on priorise vraiment le fruit plutôt que le jus. Et ça, c'est un peu la même chose en grandissant. Hein, c'est que le jus de fruits, bah, il apporte beaucoup de sucre, mais voilà, il apporte peu de mâche, peu de mastication et il va pas vraiment caler, donc il a vraiment peu d'intérêt. Donc on priorise vraiment tout ce qui est compote de fruits. Et puis on parlait un petit peu de DME tout à l'heure. Ben, quand l'enfant grandit, on peut aussi lui donner des gros quartiers de fruits, donc bien mûrs et tendres à manger directement à la main, parce que ben, c'est aussi de la découverte pour l'enfant, donc on peut tout à fait faire ça. Et idem sur les légumes, hein, on peut lui donner des gros bâtonnets de légumes à manger une fois qu'il tient assis. Après, tout ce qui concerne donc les protéines animales, donc la viande, le poisson et les œufs, donc très important pour tout ce qui est apport en fer, les acides gras, notamment pour les poissons gras, et puis vraiment pour l'apport en protéines. Donc là encore, on commence entre 4 et 6 mois, donc un bébé qui a commencé les fruits, les légumes, qui digère bien, on peut tranquillement introduire les protéines animales. L'élément d'attention, c'est qu'il faut que ce soit bien cuit. C'est des produits animaux, donc pareil sur le risque bactériologique, tout comme on veut pas de fromage au lait cru, on veut pas de viande pas assez cuite ou de choses crues. Donc vraiment des œufs bien cuits, de la viande rouge bien cuite, toujours. Ça, faut vraiment garder en tête jusqu'au 5 ans de l'enfant, dans l'idéal, au moins 3 ans, mais dans l'idéal jusqu'aux 5 ans de l'enfant, pas de produits animaux crus pour éviter tous les risques. Donc on peut varier ben voilà, entre viande blanche, viande rouge, poisson, œuf. Poisson gras, c'est bien qu'il y en ait une fois par semaine. Pour les apports en DHA et en EPA. Et toutes les viandes, tous les poissons sont autorisés. Attention aux charcuteries, voilà, même jambon blanc qui est quand même assez salé. Attention aux charcuteries qui sont crues, ben, on en revient toujours au même. Et juste, voilà, sur les gros poissons, pareil, pas plus d'une fois par semaine, tout ce qui est thon, saumon, parce qu'il y a quand même beaucoup de toxiques dans ces poissons-là. Donc voilà, pas trop fréquemment. Après, tous les petits poissons gras, on peut en donner 1 à 2 fois par semaine, hein, les maquereaux, les sardines, tous ces petits poissons-là, ils sont vraiment tout bons. Et au passage, tous les petits poissons gras, ils sont aussi très bons pour les femmes enceintes et pour les mamans qui allaitent, parce que vraiment sur les apports d'acides gras, on est très bien. Donc au niveau de l'évolution des textures, bah, de la même manière, très très mixé au début pour éviter que ça fasse des grumeaux qui dérangent le bébé. Et puis petit à petit, bah, on mixe plus petit, enfin on mixe plus grossièrement. Et puis après un tout petit morceau autour d'un an. Et en quantité globale, c'est à peu près 10 grammes par jour, donc à chaque année de vie. Donc jusqu'à 1 an, on est à peu près à 10 grammes par jour. Ça fait 2 cuillères à café. Et puis de 1 à 2, on est à 20 grammes par jour, puis de 2 à 3, 30 grammes par jour, et ainsi de suite. Donc là, on parle vraiment des protéines animales qu'on met dans la journée.
Et donc les matières grasses, je vous en parlais rapidement tout à l'heure. Je vous ai beaucoup parlé des acides gras, donc vraiment l'enfant a besoin de beaucoup d'acides gras pour se développer, parce que c'est la base du développement du cerveau. Donc il y en a dans le lait, et il y a besoin d'en rajouter dans l'alimentation pour qu'il y ait tous les apports. Donc il faut rajouter 1 à 2 cuillères à café d'huile, donc d'huile végétale, par jour dans l'alimentation de l'enfant. Donc en général on le met dans les purées. Euh, Globalement, colza, tournesol, c'est les mieux. Après, comme pour tout le reste, on peut varier. On peut mettre de l'huile de noix, de noisette. Ça fait de l'introduction d'allergènes en même temps. De l'huile d'olive. Voilà, il faut aussi varier les goûts et les apports. Mais c'est vraiment colza et tournesol qui vont avoir les apports les plus intéressants. Et on peut aussi alterner avec du beurre, de la crème fraîche. Les enfants ont le droit aux acides gras saturés. Et dans le lait maternel, il y a beaucoup d'acides gras saturés parce qu'ils en ont besoin. Contrairement à nous, les adultes, où voilà, on n'a pas besoin d'en consommer trop. Vraiment, les petits, ils y ont le droit, donc faut pas hésiter non plus à ajouter un petit peu de beurre ou de crème fraîche selon les plats que vous faites et selon les jours. Donc ça, on l'ajoute quand on fait les petits pots maison, on l'ajoute aussi dans les petits pots industriels. Parce que pour des raisons au final de goût et de conservation, ils peuvent pas mettre de matière grasse avant de les cuire, parce qu'en fait ça passerait pas, ils se seraient pas préservés. Donc en fait, il y a aucune matière grasse dans les petits pots industriels, quel que soit l'âge des repas, hein, l'âge des petits pots, enfin l'âge indiqué des petits pots. Donc vraiment, il faut ajouter aussi la cuillère à café d'huile dans les petits pots tout faits. Et donc, faut vraiment pas avoir peur. J'insiste aussi là-dessus, mais parce qu'on est quand même dans une société où on évite beaucoup le gras. Alors le sucre aussi, on y reviendra, mais en tant qu'adulte, on évite quand même beaucoup le gras. Là où les bébés, ils ont besoin de 50% de leur apport nutritionnel sous forme de graisse. Donc vraiment, faut pas hésiter parce que globalement, sur toutes les études qui sont faites, c'est que les enfants mangent trop sucré et pas assez gras. Donc vraiment, faut pas hésiter à rajouter cette matière grasse vraiment sans arrière-pensée. Autant limiter le sucre au maximum, oui, autant les matières grasses, faut pas en avoir. Après, tout ce qui est céréales, donc tout ce qui est féculent, pain, et puis tout ce qui est aussi légumineuse, bah, c'est de la source d'énergie, c'est des sucres lents, et on a des enfants bah, qui sont en pleine croissance, donc qui ont besoin d'énergie et pour grandir, et pour bah, se développer au quotidien, se développer en motricité. Enfin voilà, ils ont quand même un gros besoin d'énergie. Donc faut vraiment pas hésiter aussi à mettre des féculents à tous les repas. J'ai envie de dire, à partir de voilà, 6 7 mois, c'est important que les bébés aient des féculents bah, à tous leurs repas, hein, parce que bah, ils se dépensent beaucoup quand ils commencent à se retourner, à ramper, et puis par la suite à se mettre debout et tout. Ils font quand même beaucoup de sport, entre guillemets, au quotidien, et ils ont besoin d'avoir cette énergie-là. Donc toujours pareil, voilà, on se laisse un petit peu de temps. On pourrait les commencer dès 4 mois, hein. Après, c'est un peu moins digeste que les légumes, donc c'est bien de commencer tranquillement par légumes, fruits. On voit comment l'enfant digère, et puis on introduit les protéines animales et les féculents. Donc on a le droit à tout, aux pommes de terre, au riz, aux pâtes, la semoule et même toutes les autres céréales, hein, les quinoa, le sarrasin. Voilà, on peut vraiment tout mettre et varier. Et puis ben, on va mixer et puis mettre avec la purée. On peut aussi introduire quand l'enfant digère bien tout ce qui est légumineuse, donc à bien tremper pour que ce soit digeste et à bien cuire. Mais on peut aussi les introduire progressivement. Et puis on augmente, c'est à peu près un tiers de l'assiette, donc quelques cuillères au début, et puis progressivement on augmente jusqu'à un tiers de l'assiette, et ça peut aller jusqu'à la moitié de l'assiette autour d'un an et même par la suite, hein, pour répondre aux besoins de croissance et besoins d'énergie. Euh, le pain, on peut en donner plus vers, on va dire entre 8 et 10 mois, quand on a un enfant qui tient bien assis, qui a déjà appris à mâcher un petit peu. Voilà. Et puis, au maximum, enlever la mie au début pour pas que l'enfant s'étouffe avec. Et tout ce qui est céréales infantiles, on peut les introduire entre 4 et 6 mois. Euh, alors, de plus en plus, des industriels enlèvent le sucre. Jusque-là, il y en avait beaucoup de sucré. C'est pas une obligation d'en mettre. Un bébé qui a un biberon le soir, alors pareil, en allaitement, on se pose pas la question. Un bébé qui a un biberon le soir et ça lui va pour la nuit, il n'y a pas besoin de mettre des céréales. Mais voilà, si on sent que
l'enfant se lasse un peu du lait, qu'il boit un peu moins bien, qu'il a à nouveau un peu faim la nuit, on peut tout à fait ajouter quelques cuillères de céréales. Ne suivez pas forcément ce qui est écrit sur les boîtes. Des fois, ils mettent 3 à 4 cuillères de céréales, c'est énorme. Mettez 1 à 2 cuillères à café, voyez, et puis augmentez au fur et à mesure si besoin. Toujours pareil, on s'adapte vraiment à l'appétit, à la digestion du bébé, et on y va progressivement pour que ce soit pas compliqué à digérer. Mais voilà, on n'a pas d'obligation de mettre des céréales infantiles pour le principe. Après, tout ce qui est fruits secs, alors ça c'est intéressant. Alors voilà, ça apporte des acides gras, donc c'est intéressant. C'est surtout pour l'introduction des allergènes aussi que ça va nous intéresser. Donc entre 4 et 6, on peut commencer à introduire tout ce qui est allergène et notamment tous les fruits à coque. Et l'idée, c'est d'en mettre un petit peu dans les purées ou dans les compotes, donc, ou de la poudre ou du beurre de cacahuète ou du beurre d'amande. On en met un quart ou une demi-cuillère et puis progressivement, on augmente un petit peu la quantité. Et après, c'est bien d'en donner régulièrement pour que l'enfant, une fois qu'on l'a sensibilisé et qu'il n'y a pas d'allergie, qu'on continue quand même à lui en donner régulièrement pour que il reste sensibilisé. Donc voilà, il n'y a pas de rythme approprié particulièrement, mais une fois de temps en temps, c'est bien, on en met voilà, ou dans une compote ou dans un laitage. Voilà. Et par la suite, c'est bien de les garder. Et bien sûr, pour petit rappel, pas de noix, noisettes, pas de fruits à coque entiers chez un enfant. Et même chez des plus grands, attention, parce qu'il y a quand même un risque d'étouffement sur ces choses rondes et dures. Donc attention aux fruits secs, vraiment sous forme adaptée pour les petits. Alors le sucre, je vous en ai touché deux petits mots tout à l'heure. Le sucre, il n'est pas interdit. Vraiment, l'idée, c'est de se dire que dans l'équilibre alimentaire du quotidien, moins il y a de sucre, mieux c'est. Déjà pour tout ce qui est habitude, c'est que le bébé qui s'habitue à manger des yaourts uniquement sucrés, ce sera dur de lui faire revenir au yaourt sans sucre. Et puis le sucre, il y a quand même un gros goût de revient-y pour le plaisir. Donc plus ils sont habitués tôt à manger sucré souvent, plus c'est difficile de s'en défaire. Donc voilà, plus vous faites des choses nature au quotidien, même sur des petits biscuits que vous donneriez, plus c'est des petits biscuits basiques ou du pain même chez les plus grands, mieux c'est. Moins on est sur des choses industrielles, sucrées, transformées, clairement mieux c'est. Après, c'est pas interdit, pardon. Donc vraiment, ils ont le droit de manger un petit bout de gâteau de temps en temps. Chez les plus grands, il peut y avoir un goûter avec un truc industriel de temps en temps. Enfin voilà, on a le droit, mais ça doit rester du plaisir et ça doit rester du ponctuel. Et vraiment, on va éviter le sucre ajouté au quotidien. On va éviter les jus de fruits, les boissons sucrées parce que ça n'a aucun intérêt. Et c'est vraiment des calories vides et de l'habituation à du sucre qui est pas utile. Et en sucre, en type de sucrant, le seul qui est interdit, c'est le miel jusqu'à 1 an. Parce qu'il y a quand même un risque de toxine botulique qui existe, qui est rare, mais qui existe. Donc vraiment, avant 1 an, pas de miel. Mais voilà, c'est pas interdit de faire goûter, ça fait partie du plaisir. Ça fait partie de la vie, des repas, voilà, du plaisir partagé. Donc, ils ont aussi le droit d'en avoir de temps en temps. Et tout comme, on n'en parle pas en détail, mais le chocolat, il n'y a pas d'âge particulier. Et je veux dire, si on pourrait très bien introduire des choses au chocolat dès 5-6 mois. C'est pas interdit. Après, c'est qu'il n'y a aucune urgence à introduire trop vite tous ces produits, mais il n'y a pas de règle d'âge et on en revient vraiment que tiens, un beau jour, repas de famille, des choses comme ça. Oui, ils ont le droit d'y goûter une fois de temps en temps, mais voilà, ponctuel, plaisir et pas dans l'équilibre alimentaire du quotidien. Après, pour parler de l'eau, l'eau, c'est quand même le principal constituant de notre corps et encore plus chez le tout petit. Et l'objectif de l'eau, c'est d'hydrater le bébé. La majorité de l'hydratation, elle passe par le lait, que ce soit le lait maternel, le lait infantile. Un bébé qui boit bien ses quantités de lait, il a largement suffisamment pour être hydraté. Après, voilà, à partir de la diversification, c'est bien de leur apprendre à boire régulièrement des petites quantités d'eau au repas.
que ce soit biberon, tasse, verre, peu importe. Mais vraiment sans les forcer parce que quand proportionnellement on met la quantité de lait par rapport à leur poids, à ce que ça donnerait chez nous comme quantité de liquide par rapport à notre poids, je crois que quand on fait un calcul rapide, c'est comme si on buvait 8 à 9 litres de liquide par jour, les quantités de lait qu'ils prennent. Donc on serait largement hydraté si on buvait tout ça. Donc pas d'inquiétude si on a un bébé qui boit pas d'eau entre les repas, qui a pas envie, c'est sûrement qu'il a largement suffisamment avec le lait. Et donc voilà, uniquement du lait et de l'eau, et on évite vraiment toutes les autres boissons. Alors après, ça, la petite vignette, là, je l'ai fait juste pour vous donner un peu une idée, parce que globalement, on a détaillé par groupe d'aliments un petit peu comment on commence, mais on n'a pas donné de structure type, mais globalement, alors vraiment à adapter en fonction de l'âge de l'enfant, mais le petit déjeuner, ça reste du lait très longtemps, et puis à partir de 9 10 mois ou plus tard, hein, vraiment, ça dépend. Si on a un bébé qui fait un petit peu de DME à 9 10 mois ou qui a faim le matin en plus de son lait, et ben on peut commencer à introduire un petit peu de produits céréaliers. Alors que ce soit du pain, que ce soit quelque chose type cracotte, que ce soit un petit porridge avec des flocons d'avoine. Enfin, on a toutes les manières d'apporter du produit céréalier, mais voilà, un petit peu de sucre lent et des fruits, que ce soit en compote, que ce soit en fruits en morceaux. Mais voilà comment globalement on va faire évoluer le petit déjeuner. Le repas du midi, donc on évoluera en texture, mais globalement on a une protéine animale, des légumes, des féculents et puis un petit peu de matière grasse. Et puis ou du lait maternel ou lait infantile, et plus ou moins un petit peu de fruits en fonction de l'appétit de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment une structure type. Et puis après, bien sûr, c'est voilà, c'est la composition, la quantité qui va évoluer, mais c'est un peu la composition type du déjeuner. Le goûter, donc priorité au lait, plus ou moins fruits, et puis appétit, pardon. Produits céréaliers, excusez-moi. Donc voilà, lait en base, le fruit, et puis si l'enfant a encore un petit peu faim, on peut donner un petit peu de produits céréaliers. Et puis le dîner, bah, globalement pareil que le déjeuner, sauf qu'on n'a pas de protéines animales. Alors là encore, on a pour habitude de mettre les protéines animales le midi. Ça pourrait très bien être le soir. Il y a pas de règle. Si on a un enfant qui digère bien, vraiment peu importe. Ou si on a mis une toute petite quantité à midi, on peut mettre une petite quantité le soir. Il n'y a pas de règle absolue du moment qu'on est voilà à nos 10 grammes par jour la première année. Donc le lait, il va rester seul au dîner euh, jusqu'à 6 mois, 8 mois, 10 mois. Ça dépend vraiment des enfants. Un enfant qui a juste du lait, ça lui suffit et il dort bien. Je ne sais pas s'il dort bien, ça dépend de chaque enfant, mais il n'a pas spécialement faim la nuit. On peut se contenter du lait. Et quand on sentira que voilà, il a besoin d'autre chose le soir, qu'il en a marre du lait ou qu'il a faim la nuit, bah c'est sûrement que c'est le moment d'introduire un repas solide. Mais vraiment, l'âge peut être très très variable d'un enfant à l'autre. Et notamment sur les bébés qui sont gardés en crèche et souvent qui sont fatigués le soir. Manger, ça leur demande un effort et il y a beaucoup de bébés en fait qui sont pas prêts à manger le soir, qui n'ont pas envie. Et dans ce cas-là, tant qu'ils ont que le lait et que ça leur va, bah, parfait, hein. Mais globalement, la structure, bah, légumes, féculents, un petit peu de matière grasse, donc le lait en priorité, et puis plus ou moins un fruit ou de la compote selon l'appétit. Après, un bébé qui aurait pas envie forcément de légumes le soir, qui a pas envie de manger, mais où on sent qu'il a faim, c'est là où les céréales peuvent nous aider dans le biberon. Voire faire un biberon de purée, lait et un peu de céréales. Il y a des bébés chez qui ça peut être une option. Et ça pourrait être aussi, pourquoi pas, de faire un petit porridge le soir à donner au retour de la crèche et puis la tétée plus tard ou le biberon plus tard. Enfin, tout peut se faire, voilà, selon les réactions et le comportement de l'enfant. Donc voilà, ça c'est un petit peu la structure type d'une journée et qui va évoluer, mais qui reste globalement la même sur les années suivantes. Alors, ben, les textures, on en a déjà pas mal parlé. Donc voilà, vous aviez deux petites photos pour se rendre un petit peu plus compte, mais vraiment évolution progressive des textures. Il n'y a pas d'âge, c'est de se dire, voilà, à partir de 6 mois, on peut commencer à faire des textures un peu plus épaisses, un peu plus moulinées, et puis voir comment l'enfant réagit.
Si on sent que c'est trop tôt, que ça le gêne, qu'il n'est pas prêt, et ben on reste sur de la texture lisse et on repropose plus tard. Et si on sent qu'en fait les petits grains de semoule ou les petites choses comme ça dans la purée ne le dérangent pas ou que ce qu'on a écrasé, je sais pas, on a fait des pommes de terre écrasées mélangées à de la courgette cuite, et ben ça le dérange pas. Et ben ok, on y va comme ça. Et puis d'ici quelques semaines ou quelques mois, on évolue encore. Donc voilà, à son rythme, mais c'est bien d'impulser des changements parce que vraiment, plus on attend avant de commencer à proposer des textures, plus on les propose tard, plus il y a de risques que l'enfant les refuse. Donc un enfant qui les refuse, on force pas et on propose plus tard, mais c'est bien d'essayer quand même de les proposer. Parce que si on reste vraiment en purée lisse jusqu'à 12 mois ou plus, le risque c'est que l'enfant veuille plus du tout le morceau après et que ce soit compliqué de le faire passer au morceau. Donc voilà, tranquillement, mais on introduit de la texture. Donc voilà, ça c'était pareil sur les textures, de se dire que on peut commencer voilà à râper, à écraser, et puis après vraiment à passer à des très petits morceaux tendres, et puis à 1 an et plus, l'enfant peut commencer à croquer de plus en plus, voilà, en gardant des petits morceaux tendres, mais qui n'ont plus besoin d'être complètement écrasables, qui peut commencer vraiment à bien mastiquer, surtout une fois qu'il a des dents, où là il peut carrément déchiqueter même au niveau de la viande. Alors après, quand l'enfant grandit, donc là vraiment on a vu un petit peu notre première année de vie. Euh, voilà, une fois qu'on a tout introduit, l'enfant mange à peu près comme les adultes, sauf qu'on va adapter quantité et le type d'apport, bien sûr. Et c'est surtout après les quantités qui vont augmenter en fait au fur et à mesure, pour répondre aux besoins de croissance qui continuent à un enfant qui se dépense plus. Donc c'est plus la taille des assiettes qui va augmenter, mais globalement la structure reste la même. Donc le lait, on en a parlé, on va passer au lait de croissance, et vraiment en le gardant, j'ai envie de vous dire, au maximum. Euh, et voilà, passé 1 an, il y a vraiment besoin de moins de lait. Les besoins en fer, ils rediminuent. Euh, il faut se dire qu'il faut au moins un bol, au moins un biberon ou un bol par jour. Donc vraiment au minimum 300-400 millilitres. Et après, si on est entre 400 et 500, on est mieux. Mais voilà, si l'enfant garde au moins le lait du matin, du soir, mais souvent c'est celui du matin qui arrive à rester, c'est déjà la base. Et puis si on arrive à garder matin et soir ou matin et goûter, pourquoi pas, c'est mieux. Et du coup, en se disant, voilà, les seuls interdits qu'on va garder après 1 an, vraiment, c'est les deux principaux qu'on s'est donnés dans le diaporama. Euh, Tous les fruits, alors notamment les fruits à coque, mais tout ce qui va être dur et rond. Donc on parlait des fruits à coque, des noisettes, des cacahuètes, mais aussi tout ce qui est tomates cerises, grains de raisin, vraiment, parce que là on est sur du risque d'étouffement et tout ce qui est produit animal cru ou mal cuit, donc tout ce qui est voilà au niveau des viandes, au niveau des poissons, au niveau des œufs, et tout ce qui est laitage ou fromage, faut vraiment que ce soit des choses ou pasteurisées pour les fromages laitages, ou bien cuites pour les viandes, poissons et œufs. Donc ça, c'est vraiment les deux règles de base au niveau des interdits. Et après, sucre et sel à limiter au maximum, et le miel, qui est interdit jusqu'à 1 an. Voilà, hormis ça, tout peut être consommé et proposé avec des règles voilà, d'équilibre alimentaire et d'adaptation logique, si je peux dire, aux tout petits. Alors, les petites difficultés après qu'on peut éventuellement rencontrer, plus à partir de 2 ans. Après, il n'y a rien de noté là-dessus, mais on peut aussi avoir des refus de lait à partir de 6, 7, 8 mois. Alors, rarement en tétée, parce que souvent les tétées, ça se passe toujours bien et il n'y a pas de raison qu'ils n'aiment plus. Mais plus quand c'est des enfants au biberon qui vont s'intéresser vraiment à la cuillère et qui vont commencer à délaisser un peu le biberon. Donc c'est là où c'est bien de ne pas passer sur tout l'étage. J'en dis un mot quand même parce que c'est important. Et de trouver des alternatives. Alors c'est là où aromatiser le biberon avec un petit peu de céréales, ça peut être une piste. Faire des yaourts au lait infantile, des bouillies, des porridge au lait infantile, pourquoi pas. Éventuellement mettre un peu de lait infantile dans les purées ou dans les compotes. Mais voilà, c'est bien de trouver des astuces pour quand même garder les apports de lait, et de pas remplacer par les laitages.
Et après, donc voilà, 18 mois, 2 ans, il peut commencer à y avoir un peu de non, surtout sur les aliments nouveaux. Et par nouveau, on n'entend pas forcément les choses qu'il a jamais mangées, mais juste des choses qui peuvent varier. Typiquement les légumes et les fruits, c'est jamais exactement le même goût, la même forme, la même couleur. C'est moins rassurant en fait que des pâtes et du pain. Donc souvent, c'est plus les fruits et légumes qui sont refusés. C'est des périodes normales, hein, du développement. L'idée, c'est vraiment de continuer à proposer, de pas les enlever de l'alimentation. On continue à proposer, on repropose régulièrement. Éventuellement, on change un peu la présentation. C'est là où les repas à table, bah, ils peuvent aussi, à table avec la famille, ils peuvent aussi motiver l'enfant, parce que du coup, bah, c'est plus facile quand les autres mangent aussi la même chose. Et puis, c'est là où voilà toute l'exploration, le marché, la cuisine, la préparation ensemble, bah, c'est des choses qui peuvent aider. Même si au début, l'enfant remange pas, mais plus il manipule, plus il voit, plus il se réconcilie un petit peu avec ces aliments-là, mieux c'est. Mais voilà, période obligée, j'ai envie de dire, ce qu'il faut garder en tête, c'est il faut continuer à proposer. Il faut proposer régulièrement, même si l'enfant refuse. Et puis surtout, il faut pas forcer. Ça, c'est hyper important. Donc, on force pas et on compense pas non plus. L'enfant n'a pas mangé, je sais pas, son assiette de légumes. Il a mangé que ses pâtes ou il a mangé que sa viande et pas le reste. On donne pas deux compotes en dessert, on donne pas de biscuits 1 heure après pour compenser parce qu'il va avoir faim. Sinon, on rentre un peu dans un cercle où l'enfant comprend très bien que à la place des légumes, je vous le dis, c'est parce que c'est souvent les légumes, hein, bah, il peut avoir des biscuits ou une deuxième compote. Bah, clairement, souvent c'est plus apprécié. Donc voilà, si l'enfant comprend ce lien-là, bah, le risque c'est que vraiment il veuille plus du tout. Si on lui dit tu manges ce que tu manges, t'as quand même le droit à ton dessert. Pareil, pas de chantage affectif, de chantage au dessert. Il y a le repas entier, l'enfant prend ce qu'il veut après fin du repas et puis il mangera au repas suivant. Mais voilà, attention à pas rentrer dans des enjeux de compensation dans ces cas-là. Parfois c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc l'environnement du repas, là on parle un petit peu des plus grands, je vous en ai touché 2 mots chez les petits, mais l'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir ce climat de partage, de temps convivial. Donc plus l'enfant peut manger avec les parents, mieux c'est, voilà, bien installé, avec essayer d'avoir de la régularité dans le rythme des repas, et puis essayer de faire de ce moment un moment d'échange, donc sans télé, sans téléphone, voilà, pour qu'on construise toute cette notion de partage et de convivialité autour des repas. Après, alors ça c'est vraiment, je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais juste pour rappeler un petit peu que manger, en fait, c'est une expérience sensorielle et ça fait partie de tout le processus d'oralité, et qu'en fait manger c'est une finalité. Donc il y a les enfants pour qui c'est la finalité depuis le début parce qu'ils aiment bien, et il y a aucune question à se poser et c'est parfait. Mais il y a des questions pour qui manger, mettre des choses nouvelles en bouche, c'est compliqué, et qui ont besoin en fait de faire tout un parcours sensoriel avant, en observant, donc vraiment voilà, en développant tous leurs sens, hein, la vue de l'aliment, le sentir, le toucher, éventuellement l'entendre craquer ou entendre quand on croque ce que ça fait, et puis accepter de le porter à la bouche, de le lécher, et puis après en dernier d'être capable de le manger vraiment et de le déglutir. Donc il y a des bébés qui ont vraiment besoin de ce temps de découverte, de mettre les mains dans l'alimentation, de regarder, de se patouiller avec, de faire plein de choses avec l'alimentation qui sont pas dans les normes conventionnelles, si je peux dire, de la société, mais ça fait partie de la découverte alimentaire. Donc, si vous avez un bébé qui refuse un peu, mais par contre qui accepte de toucher, de manipuler, même s'il mange pas, bah, ça peut faire partie du chemin en fait pour qu'il accepte de manger. Donc, faut pas hésiter. Alors, en fonction de ses limites, hein, chacun a ses propres limites sur le salissage de la chaise haute, de la pièce. Donc voilà, il faut aussi respecter ses propres limites, mais voilà, il faut les laisser toucher, prendre la cuillère, essayer de faire seul. Vraiment, c'est un sujet important. Et ça peut vraiment aider au processus d'alimentation. Non, j'avais une autre petite chose qui me passait par la tête.
Non, je sais. Et c'est là où, quand ils veulent plus d'un aliment sur des plus grands, aller au marché, voir les couleurs, toucher les aliments, les mettre dans le panier, les préparer, les manipuler pour faire la cuisine, les faire cuire, les sentir, les voir. Tout ça, ça peut faire que l'enfant aussi a plus envie de manger à la fin. Donc vraiment, faut pas hésiter à faire toute cette phase, parce que c'est important. Et juste un petit mot pour terminer, je vois que je suis bien dans les timings, sur tout ce qui est allergie. Donc les allergies alimentaires, alors c'est des choses qu'on peut pas prévenir, on peut pas savoir si elles seront là ou pas. Globalement, s'il y a des allergies familiales, c'est bien quand même que le médecin, le pédiatre soit au courant, pour donner quand même son go sur l'alimentation. Mais dans tous les cas, même en cas de terrain d'allergie familiale, on introduit quand même assez tôt tous les allergènes et tous les aliments, toujours avec ce principe que plus on introduit tôt, pardon, moins il y a de risque allergique. Donc les 14 allergènes prioritaires, c'est tous ceux que vous trouvez en gras en fait sur tous les produits industriels. Donc vraiment dans les principaux à introduire. Et là vous voyez ils sont numérotés en fonction du potentiel allergisant. Mais tout ce qui est blé, vraiment ceux qu'on trouve partout, et qu'il faut vraiment prioriser quand vous allez diversifier votre bébé. Donc tout ce qui est blé et gluten, donc c'est tout ce qui est céréales, féculents, pain, enfin ça il y en a partout. Les arachides et même les autres fruits à coque, hein, donc cacahuètes et tous les autres fruits à coque, mais surtout les cacahuètes, c'est pareil. Donc tout gâteau industriel que vous donnerez plus tard, il y a toujours des traces d'arachides. Donc on l'introduit aussi dès que possible. Au moins, une fois que votre bébé a introduit ça, vous êtes tranquille, et vous savez qu'en gros, il peut manger tout. Donc voilà, arachides, fruits à coque, tout ce qui est lait. Donc si vous avez un bébé au lait infantile, il a été sensibilisé. Si vous allaitez et que vous mangez des laitages, du lait ou du fromage, votre bébé a aussi été sensibilisé au lait. Donc souvent ça s'est fait tout. Euh, Tout ce qui est crustacé, c'est pas forcément facile à introduire, mais c'est à potentiel allergisant aussi. Et dans les choses qu'on trouve aussi partout, c'est les œufs. C'est pareil, une fois que votre bébé a goûté à l'œuf, voilà, n'importe quel petit boudoir, il peut en manger sans souci. Et puis voilà, vous avez aussi tout ce qui est soja, tout ce qui est poisson. Oui, puis après, il en reste quelques-uns, le sésame, le céleri, la moutarde, qui forcément arrivent plus tard. Mais une fois qu'il a fait ces principaux-là, en gros, vous savez qu'il peut tout manger. Donc l'idée, c'est de les introduire un par un. Autant les autres aliments, on peut en mettre plusieurs sans risque. Autant les allergènes, c'est bien d'en faire un, plusieurs jours de suite en petite quantité. On s'assure qu'il n'y a pas de réaction. Après, ok, on en fait un suivant. Et puis régulièrement, par contre, on redonne de chaque allergène. Euh, donc voilà, souvent, ça peut être à la deuxième introduction où l'enfant réagit plus qu'à la première. Globalement, du moment où vous avez la moindre petite réaction sur un nouvel aliment et encore plus sur un allergène, vous arrêtez l'introduction, vous prenez rendez-vous chez le médecin, vous attendez son avis avant de reproposer. Et voilà, s'il n'y a pas de réaction, vous le continuez régulièrement. Et en petit mot juste sur qu'est-ce qu'on peut avoir comme manifestation d'allergie. Alors, il y a les allergies vraiment directes, où là, il y a des signes immédiats, hein, et il peut y avoir des signes graves, mais voilà, tout ce qui est digestif, de vomissement, de diarrhée, tout ce qui est respiratoire, de difficultés respiratoires, de crise d'asthme, de toux, d'éternuement, et tout ce qui est au niveau de la peau, c'est un peu les trois grands sujets, de plaques, de gonflements, de prurites, démangeaisons. Voilà, c'est un peu les principaux signes qu'on peut avoir. Du moment où il y a un signe qui paraît quand même important, je parle pas d'un tout petit bouton quelque part, mais voilà, il y a tout de suite des plaques qui apparaissent, l'enfant vomit tout de suite. Vraiment, faut pas prendre de risque, faut appeler le 15 immédiatement. Parce que voilà, si la réaction augmente, il faut une injection d'adrénaline. Donc d'où l'idée de prévenir les secours le plus vite possible. Et puis si l'allergie s'arrête, tant mieux. Mais
dans tous les cas, il vaut mieux prévenir trop tôt que trop tard. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler si vraiment il y a des gros signes. Et après, il y a toutes les allergies retardées où là, l'enfant va pas être très bien, ou va avoir une diarrhée dans les heures d'après, ou va ressentir des gènes au niveau digestif, va faire de l'eczéma les jours d'après, qui sont là des allergies, voilà, moins graves, mais quand même à prendre en compte, mais qui sont différents vraiment de ces signes d'allergie là qui demandent d'appeler les secours. Voilà un petit peu sur toutes les infos que je voulais vous transmettre. Donc ça fait pas mal de choses, mais voilà, l'idée c'était de balayer un petit peu tout pour que vous ayez, ben voilà, comment on commence, par quoi, quel intérêt des groupes d'aliments, comment on fait évoluer la diversification pour avoir un maximum de repères et être le plus serein possible dans cette aventure et surtout y prendre du plaisir. Donc voilà, j'ai envie de dire ce qu'il faut retenir de tout ça, les grands points, c'est que voilà, même si on diversifie l'enfant, le lait reste vraiment la base. Qu'on diversifie, voilà, dès 4 6 mois, progressivement, mais sans règle particulière. Qu'on évite tout ce qui est vraiment produits animaux crus, tout ce qui est à risque d'étouffement. Qu'on limite le sel, le sucre. Et puis que le bébé a besoin de matière grasse et qu'on veut que l'enfant prenne du plaisir. Et ça, c'est quand même notre enjeu aussi sur la diversification. Donc voilà, si vous avez ces points-là en tête, bah écoutez, c'est très bien et j'espère que voilà, ça vous aura donné des éléments pour vous permettre d'y voir plus clair et de savoir un petit peu comment faire. Et bien écoutez, Merci merci pour beaucoup. votre attention et puis bonne journée à tous. Merci beaucoup, Pauline. Est-ce que Avec tu... plaisir. Merci beaucoup. Du coup, prochaine conférence le mercredi 4 juin à 13 heures et ce sera sur la prévention des risques domestiques. Ce sera animé par Marilyn Vildina. Voilà, à très bientôt, Pauline. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée.